Saviez-vous que l'air que nous respirons aujourd'hui, celui qui contient 21% d'oxygène vital, n'a pas toujours existé dans l'atmosphère de notre planète? La Terre, telle que nous la connaissons, avec ses cieux bleus et ses océans débordants de vie, est le résultat de l'une des transformations les plus radicales de l'histoire géologique et biologique, orchestrée silencieusement par des organismes microscopiques. Ce miracle atmosphérique qui a rendu possible l'existence de toute la vie complexe, y compris l'humanité, a été l'œuvre d'humbles mais très puissantes bactéries, les cyanobactéries. Pour comprendre cet exploit étonnant, nous devons remonter le temps d'environ 4,5 milliards d'années jusqu'aux origines de notre planète. La Terre primitive était un endroit drastiquement différent. Son atmosphère initiale était un mélange dense et toxique, dominé par des gaz volcaniques. Les scientifiques estiment qu'elle était principalement composée de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, d'azote moléculaire et de petites quantités de méthane, d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. L'oxygène libre, tel que nous le respirons, était pratiquement inexistant, avec des concentrations des milliers de fois inférieures aux actuelles, peut-être moins d'une partie par million. Cet environnement était hostile, avec une activité volcanique constante, un rayonnement ultraviolet implacable du Soleil qui bombardait la surface sans pitié et de fréquents impacts d'astéroïdes. Dans ces conditions extrêmes, la vie, si elle existait, devait être très différente de celle qui peuple aujourd'hui la planète. Sous cette atmosphère inhospitalière, la vie a commencé à émerger il y a environ 3,8 milliards d'années, dans les profondeurs des océans. Les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires, prokaryotes, qui prospéraient dans des environnements sans oxygène. C'était ce que nous appelons des organismes anaérobies, incapables de tolérer l'oxygène et même empoisonnés par sa présence. Leur métabolisme était rudimentaire, basé sur des processus chimiques comme la chimiosynthèse, extrayant l'énergie de réactions avec des composés inorganiques. Par la suite, certains de ces organismes primitifs ont développé une forme de photosynthèse anoxygénique, c'est-à-dire une photosynthèse qui ne produit pas d'oxygène. Ils utilisaient des composés comme le sulfure d'hydrogène comme donneur d'électrons, libérant du soufre au lieu de l'oxygène. Ce fut une étape évolutive cruciale, mais pas celle qui transformerait radicalement la planète. Le véritable point de basculement est survenu il y a environ 2,7 milliards d'années, avec l'apparition d'un nouveau type d'organisme photosynthétique, les cyanobactéries. Aussi connues sous le nom d'algues bleu-vertes, ces bactéries ont développé une innovation métabolique révolutionnaire, la photosynthèse oxygénique. Contrairement à leurs prédécesseurs, les cyanobactéries ont appris à utiliser l'eau, une ressource abondante sur Terre, comme donneur d'électrons pour leur processus photosynthétique. La réaction chimique fondamentale qu'elles ont réussi à maîtriser est celle que nous connaissons bien aujourd'hui. Le dioxyde de carbone plus l'eau, en présence de lumière solaire, se transforment en sucre, qui sont leur nourriture, et un sous-produit incroyablement important, l'oxygène moléculaire. Ce mécanisme de la photosynthèse oxygénique a été le moteur du changement. Les cyanobactéries possédaient des pigments, comme la chlorophylle, ce qui leur permettait de capturer l'énergie lumineuse du soleil avec une efficacité étonnante. À l'intérieur de leurs cellules, elles contenaient des structures spécialisées appelées thylakoïdes, des membranes internes où se déroulaient les réactions de la photosynthèse. Au fur et à mesure que les cyanobactéries se multipliaient dans les océans peu profonds, en particulier dans les zones côtières, elles ont commencé à libérer de l'oxygène en continu. Des preuves fossiles de ces premières bâtisseuses d'atmosphère se trouvent dans des structures sédimentaires laminées appelées stromatolites. Dans des endroits comme Shark Bay en Australie occidentale, on peut encore aujourd'hui observer des stromatolites vivants, qui sont de véritables roches formées par des couches et des couches de communautés microbiennes, principalement des cyanobactéries, qui capturent et précipitent les sédiments. Les plus anciens fossiles de stromatolites datent d'il y a 3,5 milliards d'années, ce qui nous donne une idée de l'ancienneté et de la persistance de ces colonies microbiennes. Au début, l'oxygène libéré par les cyanobactéries ne s'est pas accumulé immédiatement dans l'atmosphère. Les océans primitifs étaient remplis de substances agissant comme des puits d'oxygène, c'est-à-dire des composés qui réagissaient facilement avec l'oxygène et l'absorbaient. Le puits le plus important était le fer dissous. Les océans de la Terre primitive étaient riches en fer ferreux dissous, ce qui donnait aux eaux une couleur verdâtre. À mesure que l'oxygène se dissolvait dans l'eau, il réagissait avec ce fer, l'oxydant, et formant des oxydes de fer insolubles de couleur rougeâtre.
Ces oxydes de fer se précipitaient au fond de l'océan, formant des couches de roches riches en fer que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de formations ferrifères rubanées ou Banded Iron Formations, abrégé BIF. Les BIF sont une preuve géologique irréfutable de la grande oxydation. Ces formations rocheuses que l'on trouve dans des endroits comme la région de Hamersley en Australie occidentale ou dans le lac supérieur en Amérique du Nord consistent en des couches alternées d'oxyde de fer rougeâtre et de silice plus clair. La séquence de ces couches suggère un dépôt cyclique, possiblement saisonnier, de fer oxydé et d'autres sédiments. La plupart des BIF se sont formés pendant la période allant d'il y a 2,5 milliards d'années à 1,8 milliard d'années, avec un pic de formation entre 2,5 milliards et 2 milliards d'années. On estime que des milliards de tonnes de fer ont été déposées de cette manière, ce qui indique qu'une quantité colossale d'oxygène a été produite et consommée dans les océans avant de pouvoir s'échapper dans l'atmosphère. Pendant des centaines de millions d'années, les océans ont agi comme un gigantesque réservoir de stockage d'oxygène, absorbant tout ce que les cyanobactéries produisaient. Mais un point de saturation a été atteint. Il y a environ 2,4 milliards d'années et culminant autour de 2,1 milliards d'années, les puits océaniques d'oxygène, principalement le fer dissous, se sont épuisés. C'est alors que l'oxygène a commencé à jaillir des océans et à s'accumuler dans l'atmosphère libre. Cet événement est connu sous le nom de grande oxydation ou grand événement d'oxydation et c'est l'un des changements environnementaux les plus drastiques de l'histoire de notre planète. La libération massive d'oxygène dans l'atmosphère a eu des conséquences cataclysmiques pour la vie existante. Pour la plupart des organismes anaérobies qui avaient dominé la Terre pendant près de 2 milliards d'années, l'oxygène était un poison mortel. Il n'avait pas les mécanismes biochimiques pour neutraliser ses effets nocifs, tels que la production de radicaux libres hautement réactifs. Ce changement atmosphérique a provoqué une extinction massive sans précédent, anéantissant d'innombrables espèces anaérobies qui n'ont pas pu s'adapter ou trouver refuge dans des niches exemptes d'oxygène. Ce fut une période de crise biologique qui a redéfini le cours de l'évolution de la vie. Cependant, au milieu de cette catastrophe, l'oxygène a également ouvert la porte à de nouvelles et passionnantes possibilités. Certaines lignées de vie ont développé des mécanismes de défense contre l'oxygène et surtout, elles ont appris à l'utiliser à leur propre avantage. Ainsi est apparue la respiration aérobie, un processus métabolique immensement plus efficace dans la production d'énergie que la respiration anaérobie. Alors que la fermentation, un processus anaérobie, ne produit que quelques molécules de triphosphate d'adénosine par molécule de glucose, la respiration aérobie vont produire jusqu'à 32. Cette explosion d'efficacité énergétique a permis aux organismes de croître davantage, de devenir plus complexes et finalement d'évoluer vers des formes de vie multicellulaires. Les conséquences de la grande oxydation ont transcendé le domaine biologique, altérant la chimie et la physique de la planète. L'une des plus importantes fut la formation de la couche d'ozone. Avec l'oxygène libre dans l'atmosphère, les molécules d'oxygène moléculaire, ou O2, ont commencé à monter vers la stratosphère. Là, sous l'influence de l'intense rayonnement ultraviolet du Soleil, les molécules d'oxygène se sont divisées en atomes d'oxygène individuels. Ces atomes solitaires hautement réactifs sont rapidement liés à d'autres molécules d'oxygène moléculaires formant l'ozone, ou O3. La couche d'ozone est cruciale car elle absorbe la majeure partie du rayonnement ultraviolet B et C nocif provenant du Soleil. Sans cette couche protectrice, le rayonnement UV aurait stérilisé la surface terrestre, empêchant la vie complexe, notamment les plantes et les animaux, de coloniser les continents et les eaux de surface. Ce fut cette barrière protectrice qui permit à la vie d'évoluer hors des océans profonds et de se diversifier sur la terre ferme, un jalon qui prendrait encore 1,5 milliard d'années à se concrétiser pleinement, mais dont les bases furent posées avec la grande oxydation. La hausse de l'oxygène a également eu un impact dramatique sur le climat mondial. Avant la grande oxydation, l'atmosphère contenait des fortes concentrations de méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone. Les bactéries productrices de méthane prospéraient dans l'environnement anaérobie. Par contre, avec l'augmentation de l'oxygène, le méthane a commencé à s'oxyder rapidement, se transformant en dioxyde de carbone et en eau. L'élimination de ce puissant gaz à effet de serre a considérablement affaibli l'effet de serre naturel de la Terre, ce qui, selon les chercheurs, a contribué à une série de glaciations mondiales extrêmes connues sous le nom de glaciation de la Terre boule de neige ou Snowball Earth.
La plus notable de ces glaciations précoces fut la glaciation huronienne, qui s'est produite il y a entre 2,4 milliards et 2,1 milliards d'années, coïncidant presque parfaitement avec la grande oxydation. Au cours de ces épisodes, de vastes étendues de la planète, peut-être même jusqu'à l'équateur, étaient couvertes d'épaisses couches de glace. Ces glaciations ont représenté des périodes de stress environnemental extrême, mais elles ont aussi été des facteurs qui ont encore davantage stimulé l'évolution, en sélectionnant les organismes les plus résilients et adaptables. Les cyanobactéries, ces humbles bâtisseuses d'atmosphère, restent cruciales pour la vie sur Terre aujourd'hui. Elles sont des productrices primaires essentielles dans de nombreux écosystèmes aquatiques, des océans aux lacs d'eau douce, réalisant une part significative de la photosynthèse globale. On estime que les cyanobactéries et les algues marines sont responsables de la production d'au moins la moitié de l'oxygène que nous respirons actuellement. En plus de produire de l'oxygène, de nombreuses cyanobactéries sont également capables de fixer l'azote atmosphérique, le convertissant en forme utilisable par d'autres organismes, un processus vital pour la fertilité des sols et les écosystèmes aquatiques. Cependant, leur omniprésence et leur capacité de prolifération peuvent également générer des défis. Dans des conditions d'excès de nutriments, en particulier l'azote et le phosphore provenant de l'activité humaine, les cyanobactéries peuvent former des proliférations algales massives qui couvrent de vastes étendues d'eau. Ces proliférations peuvent être nuisibles aux écosystèmes aquatiques, car elles bloquent la lumière du soleil pour d'autres espèces, consomment de grandes quantités d'oxygène lorsqu'elles meurent et se décomposent, créant des zones mortes, et certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines puissantes, connues Sous le nom de cyanotoxines, qui peuvent être dangereuses pour les animaux et les êtres humains. La recherche moderne continue d'explorer le potentiel des cyanobactéries. Elles sont étudiées comme de possibles sources de biocarburants durables car elles peuvent produire des lipides et d'autres composés organiques à partir de la lumière du soleil et du dioxyde de carbone. Leur capacité à fixer l'azote en fait des candidates prometteuses pour les biofertilisants, réduisant le besoin d'engrais chimiques. Comprendre comment ces anciennes bactéries ont transformé une planète inhospitalière en notre foyer habitable ne nous enseigne pas seulement le passé de la Terre, mais nous fournit également de précieuses leçons pour l'avenir, en particulier dans la recherche de solutions aux défis environnementaux contemporains. Ainsi, la prochaine fois que vous respirerez profondément, souvenez-vous que vous inhalez l'héritage de milliards d'années d'évolution, un héritage direct des cyanobactéries. Leur taille minuscule dément l'impact gigantesque qu'elles ont eu sur la configuration de notre monde. Si cette histoire fascinante vous a captivé et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de notre planète et de l'univers, assurez-vous de laisser un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures, laissez-nous un commentaire avec vos réflexions et partagez ce savoir avec votre entourage. Votre soutien nous aide à continuer à dévoiler les histoires les plus incroyables de la science.